Salut, bienvenue au studio Téléradical. Ici Sheila Hamid, animatrice de l'émission Tabou. Mélanie Renaud est une chanteuse et auteure-compositrice québécoise d'origine haïtienne. Elle s'est fait connaître avec son album de 2000 Ma Liberté, dont la chanson Je m'en veux lui a valu le prix Félix de la Révélation en 2002. Elle a également joué au théâtre dans les pièces Les 10 Commandements et Notre-Dame de Paris. Après un cancer et une dépendance à la marijuana, elle présente son 5e album Fil de fer. En 2017, elle se confie ce soir à l'émission Tabou, laissant place à l'animatrice Sheilove. Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à mon émission Tabou. Alors, aujourd'hui, j'ai une honneur et je suis très excitée de recevoir cette invitée, Mélanie Renaud. Allô. Allô, allô. Alors, vous la connaissez probablement tous déjà, qui est Mélanie Renaud. Donc, peut-être que plusieurs d'entre vous ne la connaissent pas aussi. Donc, c'est une artiste, une jeune artiste qui a évolué dans le milieu québécois, une jeune artiste d'origine haïtienne. Alors, on va en apprendre davantage sur elle lors de l'entrevue. Alors, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, Mélanie. Merci de me recevoir. Ça fait un plaisir de te recevoir. Alors, dis-moi, comment tu te sens là en moment de confinement, avec tout ce qui est imposé par le gouvernement, avec la pandémie? Comment ça se passe? Bien, ça se passe plutôt bien parce que je suis casanière. Donc, le confinement m'affecte plus ou moins. Au travail, on garde nos distances, on respecte les mesures de la santé publique. Et puis, c'est sûr que comme tout le monde, j'ai hâte que ça, de voir une lumière. Une lumière au bout du tunnel, avec les vaccins, tout ça, les taux de décès qui diminuent. Ah oui. Mais sinon, en général, ça va. Ça va bien. OK, parfait. Parce que t'es pas une personne qui a l'habitude de sortir beaucoup. Non, je suis plutôt chez moi, ouais. OK. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent pas trop l'impact du confinement parce qu'à la base, ce sont des personnes qui sont pas vraiment à l'extérieur le soir ou qui sortent beaucoup. Mais c'est sûr qu'on a hâte de voir la fin de cette pandémie-là. Ouais. Vraiment. Là, puis quand tu entends des nouvelles, des gens qui en meurent, ça devient très lourd mentalement. Là. Au quotidien, c'est sûr. Vraiment, en tout cas. On parle que de ça aussi dans les médias. Exactement. Donc, ta première question qui est pertinente, mais... Vraiment. Oui, moi aussi, j'ai hâte que ça... Oui, je le dis toujours. En plus, j'ai tellement hâte de voir cette lumière au bout du tunnel. Tu entendais une des ministres dans le gouvernement qui disait comme ça, on voit la lumière au bout du tunnel, mais c'est sûr qu'il va falloir que vous faites beaucoup d'efforts encore. Puis là, je suis comme, mais c'est étrange. Moi, je la vois pas, cette lumière au bout du tunnel. Parce que on entend tellement parler de jour en jour. Puis j'ai l'impression que ça s'améliore pas tant. Ils ont rallongé le confinement aussi. Ben oui, ils l'ont rallongé, puis là, ils ont mis le couvre-feu, puis on sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Donc, ça fait lourd à supporter parce que tu te dis, mais elle est où la fin de tout ça? Ouais, ça fait quand même 1 an qu'on est là-dedans. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'on est encore là-dedans pour un bon moment. Puis on n'espère pas l'avoir surtout. Non, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas à quel degré. Exactement. Tu ne sais pas quelle souche que tu vas attraper. Tu ne sais pas comment ça va t'atteindre. On réagit tous différemment. C'est du cas par cas. Ouais. Donc, je trouve que... En tout cas, ça fait quand même 1 an qu'on est là-dedans. Donc, on s'adapte. Mais je pense pas qu'on s'habitue vraiment c'est vrai. à ça. C'est vrai. C'est quand même quelque chose que je pense qu'on n'a jamais vécu. Mais... Ben, de ma génération, non. Là. Non, c'est ça. Donc... on a hâte de voir la fin. Ouais. Vraiment. Bref, on va commencer vraiment avec le vif du sujet. Je vais commencer à te poser les vraies questions. OK. Alors, dis-moi, comment tu as débuté ta carrière musicale et comment elle s'est propulsée? J'ai commencé en étant choriste pour Rain Man. C'était un groupe de 2 rappeurs. OK. Rain Man, ouais. Et puis, à un moment donné, j'ai chanté dans un mariage. Leur gérant m'a découvert. OK. J'ai travaillé avec eux et j'étais en studio à un moment donné avec Dem, un chanteur européen. Et il y a eu un appel téléphonique. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui a appelé. Je pense que c'était peut-être Stéphane Dufour, mais j'ai jamais eu de confirmation.
Et puis, on m'a demandé d'aller faire des voix sur la chanson de Mon Ange de Éric Lapointe et Roger Tabra. OK. Et puis... Tout le monde connaît cette musique-là. Mon ange, il est temps que tu changes. Ouais. Et puis, ben c'est ça, j'ai fait les voix. Et puis, petit peu à petit peu, j'ai entré en contact avec l'équipe d'Éric Lapointe, avec le gérant, tout ça. OK. Et puis, c'est la présidente du fan club qui a convaincu le producteur de me signer. Donc, j'ai signé un contrat de disque. Et c'est comme ça que j'ai commencé. La carrière. Puis, entre-temps, tu as apparu dans des émissions de télévision, tu as chanté, je pense, à Star Academy. Oui, deux fois, je pense. Oui, parce que je me rappelle que je t'avais vu à une reprise, en tout cas. Je t'avais vu, tu avais chanté là. Puis, je pense que moi, c'est à ce moment que je t'ai découvert. C'est quand tu as été chanté dans Star Academy, c'est à partir de là que j'ai commencé à te suivre, puis à savoir qui était vraiment Mélanie Renaud. Puis je pense qu'il y a beaucoup de... En tout cas, je peux parler peut-être pour la communauté haïtienne. Je pense que dans la communauté haïtienne, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Mélanie à travers Star Academy, parce que c'est une émission que je pense que beaucoup d'Haïtiens écoutaient, puis éventuellement vont écouter, parce que je pense que ça recommence bientôt, là, Star Academy. Fait que je pense que c'était vraiment dans ce moment-là que je t'ai connue, mais tu étais là même avant. Mais tu sais que j'ai été invitée, j'ai pas fait la compétition. Non, c'est ça, tu as été invitée, c'est ça, exactement. Okay. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui comme moi, qui confondent. Peut-être que tu as participé à Star Academy, mais tu étais là bien avant Star Academy. On t'a invité en tant qu'artiste dans Star Academy pour que tu performes. Mais c'est ça. Mais je pense que c'était à ce moment-là que je t'ai découvert, vraiment. Ouais, puis à partir de là, j'étais comme, oh mon Dieu, elle est tellement bonne. Pour vrai, là, t'es une artiste exceptionnelle. Vraiment, je te le dis, là, tu as une voix angélique, puis je pense que tout le monde peut le dire. Le thème de voix que tu as, elle est unique à toi-même. Ben merci. À chacun ses talents, oui, je pense. Définitivement, définitivement. Alors, comment tu décris la Mélanie d'autrefois? Donc, celle que tu étais à tes débuts de carrière. J'étais insouciante, je pense. Insouciante? Et téméraire. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par insouciante? Je me souciais pas de ce que je pouvais faire vivre aux autres parce que des fois, j'avais disons-le, un sale caractère. Sérieux? Ouais. Des fois, j'avais un sale caractère, puis j'avais cet égoïsme-là en moi de vouloir atteindre des hauts sommets, mais en étant seule. Et seule, on peut jamais y arriver. Donc, définitivement. Donc, je me souciais pas de l'équipe qui m'entourait. C'était dommage parce que je suis certaine que j'ai blessé des gens. Alentour de toi qui travaillaient avec toi? Ouais. Oh, wow. Puis téméraire, j'avais peur de rien parce que j'avais l'impression que je connaissais non plus rien. Tu comprends-tu? J'avais pas d'expérience, je commençais. J'étais naïve un peu assez. Et puis, en somme, c'est ça, téméraire, naïve et insouciante, ouais. Mais au moins aujourd'hui, tu es capable de réaliser ça, tu es capable de savoir qu'il fut un temps, tu étais d'une certaine façon qui n'était peut-être pas à ton avantage, puis qu'aujourd'hui, tu réalises ça, c'est que tu as grandi en tant que personne. Puis je pense aussi que tu étais plus jeune dans le temps, donc c'est sûr que ça joue aussi peut-être là-dedans, la maturité, l'immaturité. L'immaturité, surtout. Donc, c'est ça. Donc, je pense que le fait que maintenant, tu as vieilli, tu as de l'expérience, tu as vécu toutes sortes de choses dans la vie, tu as pu apprendre de tout ça puis te dire que j'étais cette personne-là aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, je suis une personne meilleure. Mais je l'espère. Mais j'étais aussi une enfant extrêmement gâtée. Tu sais, l'adoption, le fait que mes parents m'ont surprotégée puis ils m'ont tout donné. Je suis arrivée dans le show business un peu comme du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ça a été subitement. Oui, puis on a l'attention des gens, puis t'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable à tous les jours. Fait que ma tête est devenue... enflée. Ah oui. Ouais. T'avais quel âge quand t'avais commencé ta carrière? Ou quand t'as commencé à être connue, vraiment? 19 ans peut-être. 19 ans, ok, t'étais jeune. Ouais, ben j'en ai 39, là, ça fait comme 19 ans. Ouais. Ben, t'étais jeune quand même. Ouais. Fait qu'on peut voir que peut-être qu'il te manquait peut-être une maturité quelque part. C'est peut-être pour ça aussi que t'étais comme ça. Puis tu l'as expliqué tellement bien aussi.
ta carrière s'est propulsée vraiment du jour au lendemain. Tu es devenue populaire, tu étais jeune, comme tu dis, une belle femme, tout le monde te voulait peut-être, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, ta tête, elle devient enflée, là. Fait que, mais c'est bon parce qu'aujourd'hui, tu es capable de réaliser ça puis que tu vois que tu es quelqu'un de meilleur, une meilleure version de toi-même. Ah, ben merci. Donc, aujourd'hui, si je te demanderais en fait de te décrire en 2 mots, ce serait quoi? En 2 mots? Oui, en 2 mots. Ou sinon, tu peux me faire une phrase de qui tu es aujourd'hui. Je suis plus consciente de mon environnement et j'apprends à m'aimer et à aimer les autres. Oh wow! Beaucoup plus qu'avant. Parce que, je veux te dire, avec le caractère que j'avais avant, vient les conséquences de ça, les leçons de vie. C'est sûr. Et puis, ce que j'ai appris, c'est que si on rejette les gens, on devient solitaire à un moment donné. Et puis, la solitude peut faire beaucoup de dégâts. De dégâts. Alentour de toi, puis en toi aussi. Ouais. Ouais. Et puis, c'est le fait d'être solitaire puis de vivre de solitude fait en sorte que quand on devient meilleur, comme tu le dis, on veut rester entouré de gens qui nous aiment. Puis qui nous rend meilleurs aussi en tant que personne. Parce que moi, je pense que ton environnement a une grande influence sur la personne que tu es. Donc, plus que tu t'entoures des gens qui sont positifs dans la vie, plus que tu vas être positif dans la vie. Plus que tu t'entoures de gens qui veulent réussir dans la vie, plus que tu vas vouloir réussir aussi. Donc, c'est pourquoi moi, je pense qu'être entouré du bon monde, du monde qui te comprenne, c'est là où que tu vas pouvoir t'améliorer en tant que personne, puis peut-être aussi te projeter parce que tu te reflètes à travers ces personnes-là, donc tu te dis, moi aussi, je veux être comme ça, je veux être meilleure, je veux vivre de cette façon parce que je me sens bien dans cet environnement-là, vraiment. Mais c'est ça, mais je pense que quand tu étais aussi peut-être téméraire ou que, comme tu disais, tu avais un tempérament plus froid, c'est peut-être pas que tu étais entouré des mauvaises personnes, c'était peut-être juste que toi, en tant que personne, tu n'étais pas encore arrivé à ce stade-là dans ta vie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais je veux aimer ceux qui m'entourent, puis je veux être aimée aussi, mais c'est important d'être conscient de ceux qui sont là pour nous, qui nous acceptent comme on est. Définitivement. Puis surtout qui comprennent nos erreurs, d'où est-ce qu'on vient, puis les raisons pour lesquelles on agit de la sorte, tu sais. Les accepter, parce que ça fait partie de toi. Tu étais comme ça. Donc, tu me prends comme je suis et avec toi, je vais évoluer en tant que personne. C'est ça. Oui, définitivement. Puis je pense que c'est tout le monde aussi qui est comme ça. On veut que tout le monde nous accepte pour la personne qu'on est. Puis, on espère que ces personnes-là vont nous aider à devenir des gens meilleurs dans l'avenir. Mais je pense que tout le monde peut se refléter à travers ce que tu dis. Puis moi-même, je pourrais dire que je me suis beaucoup améliorée en tant que personne aussi. J'ai mon caractère jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai toujours eu, mais je pense qu'en vieillissant, grandissant, je choisis mes batailles. Vraiment. Puis je sais qu'est-ce qui mérite d'être abordé. Parce que pour moi, le temps, c'est précieux. Donc, je ne vais pas perdre mon temps avec du monde que je sais qui vont pas m'aider en tant que personne. Te faire évoluer. Exactement. Donc, je préfère consacrer mon temps à du monde qui le mérite, du monde qui m'accepte en tant que personne, puis qu'il y a du monde aussi qui sont prêts aussi à grandir avec moi. Donc, moi, je pense que mais je pense que tout le monde, un peu tout le monde est comme ça. Ils veulent être entourés du bon monde, du monde qui sont capables de les accepter, puis du monde qui sont capables d'évoluer aussi avec eux. Ouais, c'est sûr qu'il y a des exceptions, à tout. Mais je pense que la majorité des gens peuvent se refléter à travers ce qu'on dit présentement, là. Vraiment, OK. Alors, tu as fait des grandes apparitions, tu as côtoyé de grands artistes. Est-ce que tu peux me nommer un peu les artistes qu'on connaît, un peu tout le monde que tu as côtoyé? J'ai côtoyé Jean-Pierre Ferland. Un artiste très connu dans le milieu québécois. Une légende québécoise, si on peut dire ça. J'ai rencontré, si on parle de la plus grande, Céline Dion, je l'ai rencontrée 2 fois. Ah, t'as chanté avec elle? Non, j'ai chanté pour elle. T'as chanté pour elle, oh wow! J'ai côtoyé Laurent Jalbert, Éric Lapointe, c'est sûr. Ouais.
Qui d'autre aussi? T'en as une panoplie, j'imagine. Ouais. Parce que t'as été dans le milieu quand même assez longtemps. T'étais une grande artiste, faut le dire. Donc, t'as côtoyé de grands artistes aussi. Donc, est-ce que tu considères que t'as réussi ta carrière? Non. Non? Non, parce que je suis encore en processus de devenir une artiste connue. J'ai l'impression de devoir reconquérir le public encore avec de nouvelles chansons. Puis moi, j'aimerais ça chanter toute ma vie. Donc, j'ai l'impression... Je peux pas dire que je l'ai échoué, mais il me reste encore des preuves à faire. Mais, étant donné qu'une grande partie du Québec te connaît, moi, je suis sûre que si je vais au bout de la rue, au coin de la rue, puis je dis « Est-ce que vous connaissez Mélanie Renaud? » Il y a quand même une personne sur 5 qui va me répondre oui. Donc, tu trouves ça beaucoup? Ben, déjà oui. Ah ouais? Oui, déjà oui, parce que juste le fait qu'une personne sur 5 puisse reconnaître qui tu es, c'est que ton nom a quand même passé quelque part. Tu as quand même fait un chemin. Puis je dis une personne sur 5, mais ça peut être plus que ça, là. C'est juste pour te dire à quel point que moi, toi, de ton point de vue à toi, tu ne considères pas que tu as réussi ta carrière, mais moi, en étant un public, je considère que tu as fait tes preuves en tant qu'artiste. Parce que je sais qui tu es, je connais tes musiques, je connais tes paroles. Des fois, je les fredonne, là, je te le dis. C'est pour te dire que, rendu à ce point-là, si quelqu'un est capable de savoir qui tu es, puis je suis pas la seule, si on va sur YouTube, on clique une musique que tu as déjà chantée, il y a au moins 1 million de personnes qui l'ont regardée, c'est que pour moi, tu as réussi ta carrière. OK, je te prends au mot, mais j'ai l'impression d'être dans deux espaces-temps. Le passé, qui a fait de moi un artiste connu, puis aujourd'hui, le présent qui fait que je dois encore me battre pour survivre dans l'industrie de la musique. Mais je pense que ça, c'est la réalité de beaucoup d'artistes. Surtout les artistes de couleur dans le milieu québécois. J'ai l'impression que tu dois toujours faire tes preuves. Tu dois toujours faire plus peut-être même qu'une personne qui est de couleur blanche, on va se dire la vérité. Tu dois toujours en faire plus pour pouvoir rester dans l'industrie. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est très tabou. Quelque chose ouais, probablement que c'est tabou parce que j'ai pas cette impression-là. Non, t'as pas l'impression que le fait que tu es peut-être de couleur noire, tu dois faire plus de choses, tu dois encore plus te prouver, non? Non, j'ai pas peut-être parce que si on parle de couleur, on dirait que je deviens aveugle. Je vois pas ma couleur, je vois pas... Oui, mais ça, c'est toi. Ouais, okay. Mais est-ce que les autres, eux, les producteurs, tous les grands des médias québécois, est-ce que eux ils sont comme ça? Toi, peut-être que tu voudrais que ça soit comme ça parce que toi, c'est comme ça que tu vois les choses. Mais est-ce que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent? Parce que quand tu regardes, là, OK, on va dire, on sort du milieu de la musique, on va dans le milieu du cinéma québécois. T'as pas toujours l'impression de voir les mêmes personnes. Ouais, je comprends ce que tu dis. Moi, je pense qu'il y a un grand manque de diversité dans le milieu artistique québécois en général, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le théâtre, que ce soit au cinéma. Moi, je pense qu'il y a vraiment un grand manque de diversité. Puis j'ai l'impression que les Noirs, les personnes de couleur, pas forcément les Noirs, mais les Latinos aussi, ils doivent en faire plus pour rester dans le milieu, pour se prouver. Donc, ça, c'est mon point de vue à moi. Peut-être dans le domaine du cinéma plus que dans le show business. Mais moi, je pense que c'est le show business. Parce que moi, je pense qu'en ce moment, tu parles pour toi. Mais on sait... En fait, la réalité, elle est reflétée à travers ce qu'on voit. Puis moi, de ce que je vois, je connais pas tant d'artistes, même en chant, de noirs artistes québécois. Je ne connais pas tant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais Kim Richardson, tu sais c'est qui? Kim qui? Richardson. Richardson? Oui. Un artiste... C'est une... Je sais pas si elle est haïtienne, mais elle est probablement afro-américaine, mais elle vit au Québec. OK.
Elle est noire. Elle est vraiment connue là, dans la Peut-être que si on passe une musique, je vais savoir, ah oui, elle, mais de visage comme ça me dit pas Kim Richards. Mais c'est vrai que son nom me... Mais c'est vrai, j'ai déjà entendu ça qu'on devait se battre un peu plus. Oui, mais ça, c'est une réalité que je pense que beaucoup de Noirs pourraient en témoigner. Là. Dans le milieu québécois, c'est très difficile en tant que personne de couleur d'évoluer. Mais il y a des exceptions, comme j'ai dit. Toi, tu as été une exception. OK. Oui, tu en as été une. Tu as évolué, tu as pris de l'exposure, les gens savent qui tu es. Donc, je pense que toi, tu as été une exception parmi tant d'autres. OK. Ouais. Alors, est-ce que tu as des regrets en lien avec ta carrière? Oui, quelques-uns. D'avoir été pas un peu, mais égoïste, dans la mesure où j'ai pensé beaucoup à moi, puis j'oubliais ceux qui m'entouraient. Ça, c'est le plus grand regret. Parce que tu penses que tu aurais peut-être été plus loin si tu n'étais pas de cette façon? Oui, définitivement. Moi, là, le premier gérant producteur, c'était le gérant d'Éric Lapointe. Et puis, j'ai changé d'équipe comme du jour au lendemain parce que j'étais plus bien avec lui, mais c'est parce que j'étais pas bien avec moi-même, d'abord et avant tout. Puis j'ai absolument rien à lui reprocher encore aujourd'hui. C'était vraiment moi qui se créais des histoires de... en tout cas, j'irai pas dans les détails, là. Mais je m'inventais des scénarios, des fois, qui faisaient en sorte que j'éloignais les gens de moi. Et puis, c'est ça, c'est mon plus grand regret, je te dirais, dans ma carrière. OK, donc si tu aurais changé, si tu étais capable de retourner dans le temps, tu aurais changé ce trait de caractère-là chez toi. C'est sûr. Parce que tu penses que ça t'aurait peut-être amené plus loin aujourd'hui. Oui. OK. OK, dans ton dernier album qui s'intitule Fil de fer, qui est un très bel album en passant. Merci. Super. Tu as une musique qui dit « Je sais que ça fait longtemps que tu attends de mes nouvelles, des nouvelles de moi. Je n'ai plus rien à donner, plus rien à faire, plus rien à dire. Je prends quand même la chance aujourd'hui de te donner un signe de vie, même si ces temps-ci, les jours sont gris et moi aussi. Est-ce que c'est de toi dont tu parles dans cette musique? Et à qui s'adressent ces paroles? Oui, ben, je pense que c'est de moi que je parle. Vu l'interprétation, des fois, il faut admettre qu'on a des situations plus grises que d'autres. Puis je m'adresse à ceux qui sont un peu dans le noir, là, qui sont un peu à la recherche de lumière, tu sais. OK. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'était vraiment de toi dont tu parlais dans... Ouais. OK. Je l'assume. Parfait. Alors, on va prendre une pause et puis on vous revient tout de suite. Alors, restez branchés et ne partez pas, surtout parce que Mélanie en a beaucoup à dire encore. Alors, bon retour à l'émission Tabou sur la plateforme Télé-Radicale. Alors, nous avons comme invité Mélanie Renaud, une artiste très connue dans le milieu québécois, d'origine haïtienne. Donc, elle a commencé à nous parler un peu de sa carrière. Et puis, à travers l'entrevue, on va en apprendre davantage sur elle. Alors, on va continuer. Pourquoi tu as décidé de donner ce titre « Fil de fer » à ton dernier album? Parce que j'avais l'impression que je marchais sur un fil de fer et que au-dessous de moi, c'était comme le vide, à savoir si j'allais tomber ou pas. Oh, wow! Avec c'est le 5e album que je faisais. Et puis, c'était pour... c'est dans le but de reconquérir le public québécois. Puis je sais honnêtement, aujourd'hui,
J'ai pas fait de spectacle de cet album-ci. De cet album-là, ok. Ouais. Fait que c'était pour ça, pour reconquérir le public québécois. Puis aussi parce que ça reflétait un peu ton histoire. Comme tu dis, tu avais l'impression que tu marchais vraiment dans le vide, sur un fil de fer. Donc, moi, je pense que c'est ça la plus grande beauté d'un artiste, c'est que tu es capable de refléter ta vie à travers ta musique, tes chansons, ton album. Quand c'est vrai, quand c'est authentique, c'est ça qui est beau, je pense. À travers l'art, ouais. Vraiment. C'est là que je pense que ton talent, il ressort encore mieux, parce que tu ressens vraiment ce que tu dis. Vraiment. Ah, c'est beau la musique, je te le dis, là. Alors, cet album, tu pourrais dire que cet album représente quoi pour toi, étant donné que c'est quand même ton histoire que tu racontes un peu? Ça représente où est-ce que j'étais rendue dans ma vie. On est en 2021, ça a sorti en 2018, tu dis, il y a 3 ans. Je pense que ça fait 3 ans. 3 ou 4 ans peut-être. C'est correct, mais ça fait aux alentours de 3-4 ans que tu as sorti cet album-là. Mais ça représente le moment où j'étais à ce moment-là. À ce moment-là. Ouais, j'étais un peu anxieuse parce que je savais pas si ça allait fonctionner. Mais j'étais prête à faire n'importe quoi dans le respect là, pour que ça fonctionne. Mais comme tu dis, tu n'as pas vraiment fait de spectacle pour cet album-là, donc c'est peut-être un album que tu pourrais exploiter davantage. Ouais, si éventuellement dans la mesure où je ferais d'autres spectacles, je prendrais de ces chansons-là pour présenter au public. Définitivement, parce que je pense que c'est pas tout le Québec qui est au courant de cet album-là, en fait. Non, c'est ça. Si tu vas chercher sur YouTube, tu écris Mélanie Renaud, tu vas le trouver, mais il faut que tu cherches pour le trouver. Ouais. Mais c'est quand j'ai sorti cet album-là, après, j'ai fait une psychose. OK. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait de spectacle. J'avais un spectacle à l'Astral qui a été annulé parce que j'étais à l'hôpital. Tu étais hospitalisée? Hospitalisée pour une psychose. Puis ça, il y a personne qui est au courant. Qui est au courant, là. Je te le dis à toi. C'est la première fois que tu dis que j'en parle. Ah, ouais. wow. Puis je fumais beaucoup de marijuana à l'époque. Je suis très crue, là, je vous le dis. Puis mon ancien gérant producteur a fait comme, OK, on travaille plus ensemble à cause de ça. Et si je te dis qu'aujourd'hui, ça fait 6 mois, le 29 janvier, ça va faire 6 mois que je suis abstinente et j'ai trouvé un autre gérant producteur. Donc, ça va de soi, tu sais. Puis je suis encore en studio chez moi pour créer de nouvelles chansons puis revenir dans l'industrie de la musique. Donc, après cet album-là, on pourrait dire que tu étais dans un trou noir. Ouais, un trou noir. Ouais, vraiment. Puis, est-ce que ça, c'est dû à des circonstances de la vie ou personnelle ou dû à des circonstances de ta vie professionnelle? Mais les deux. Les deux, hein? Les deux, parce que j'ai l'impression que ma carrière, c'est comme un... J'ai le mot en anglais, là, un roller coaster. Une montagne russe. Oui, oui. On fait un album, on a l'impression que ça va être un succès et puis tout ça, puis finalement, non. Les chansons... Tu sais, moi, j'ai un hit dans ma carrière qui est « Je m'en veux », tu sais. C'est vrai. Le reste, ça prend plusieurs hits pour qu'une carrière reste. Oui. Fait que tu vois ce que je veux dire? Toujours comme ça, tu sais. Fait que oui, il y a des raisons professionnelles, des raisons personnelles aussi parce que je suis psychotique puis je le savais pas. Ça m'a pris 36 ans avant de me faire diagnostiquer. 36 ans. Avant de me faire diagnostiquer, mais avant aussi de vouloir être médicamentée. Parce que tu ne voulais pas l'être. Je voulais pas, je niais, mais tu sais, ce que je t'ai dit que j'ai fait subir des trucs aux gens, là, je me répète tout ça, mais c'était la maladie qui aussi. Faisait ça. Oui. Tu t'en rendais pas compte, dans le fond? Non. Oh, wow. Quand même. Ces derniers temps, on entend souvent parler du mouvement MeToo, dont beaucoup d'artistes ont été victimes et souvent de quelqu'un qui sont dans leur entourage, que ce soit dans le milieu de la musique ou du cinéma. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre cette situation-là? Non. J'ai été chanceuse parce que j'ai été entourée. Chaque fois, j'ai changé... Donc là, ça fait la 2e fois de gérant-producteur, mais j'ai toujours été entourée de gens qui étaient respectueux à ce niveau-là. Oh, wow.
Tu as été chanceuse, en effet. Parce qu'on entend tellement de témoignages ces derniers temps par rapport à ces histoires-là. Puis des fois, c'est des témoignages qui viennent après 10 ans. C'est terrible. Ça détruit des carrières carrément. Définitivement. Puis des fois, moi, en tout cas, mon opinion personnelle, puis je suis pas là pour juger personne, mais on sait pas si c'est tout le temps la vérité. On sait pas si c'est vrai. On sait pas si c'est parce que cette personne-là a de mauvaises intentions envers l'autre personne. Elle veut peut-être détruire la carrière de l'autre personne, mais je sais que ça existe en effet. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes, même dans le milieu du sport, de ça, par leur coach. Puis je pense que c'est quelque chose qui devrait être en parlé plus, davantage, parce que quand quelque chose a une voix, c'est là qu'on est capable d'amener un changement. Puis si dans le temps on n'en parlait pas tant, c'est peut-être pour ça que ça a eu une continuité comme ça. Mais le fait que maintenant on en parle, je pense que les gens maintenant vont s'abstenir s'ils avaient idée de faire subir ça à quelqu'un dont ils gèrent, comme une artiste ou une sportive. Donc je trouve que c'est important d'en parler. Est-ce que ça peut aller loin, là? Est-ce que tu inclus genre Gilbert Rozon, puis oui, définitivement. Dans oui, ça, exactement. Gilbert Rozon, il y avait Éric Salvaille. Il y avait Éric Salvaille là-dedans aussi. Puis il y en avait plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui, Marie-Pierre Morin. Ça peut aller très loin. Oui. Puis comme tu vois, il y en a beaucoup qui se sont mis à l'écart parce qu'ils ont été accusés de ça. Mais en même temps, s'ils l'ont fait, ils le méritent. Ils méritent cette... Moi, je pense que si tu as été... pas la victime, si tu as été le bourreau d'une situation comme ça, tu mérites que ça soit mis à la vue de tous aux écrans pour que les gens puissent savoir qui tu es réellement, tes vraies couleurs. C'est pas parce que tu es fortuné, que tu es une personne de carrière, de profession, que tu as le droit de tout faire. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais c'est pas vrai, non, je te comprends. Oui, c'est ça. Tu peux pas profiter des gens parce que tu sais que tu as un statut social. On est tous égaux. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, on est tous égaux. Donc, tant mieux si tu n'as jamais vécu ça. Vraiment. Alors, est-ce que tu t'es déjà senti obligée de faire quelque chose contre ton gré dans le but d'atteindre ce que tu voulais ou pour propulser ta carrière? Non plus. Non? Jamais? Ouais, je te dis, j'ai été vraiment chanceuse. Wow, vraiment. Donc, tu n'as jamais été victime d'un producteur? Non, du tout. Est-ce que tu as déjà été victime de racisme? Je m'en rappelle pas si c'est arrivé, mais non. Tu t'es jamais vraiment sentie moins bonne qu'une autre? Parce que j'étais noire? Oui, parce que tu étais noire. Non, au contraire. J'avais l'impression que c'était un atout. Ah, wow! Parce que c'était pas nécessairement une rareté, mais... Tu sortais du lot. Oui, c'est ça. Ah, mais quand je t'écoute parler, là, j'ai l'impression que dans le show business québécois, il y a quand même une bonté. Parce que des fois, quand tu entends parler les témoignages de d'autres artistes dans le milieu, tu as l'impression que le show business québécois, c'est vraiment quelque chose qui est très sombre pour les gens de couleur. Tu as l'impression que tu dois tellement en faire pour te faire valoriser, pour te faire voir. Mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression vraiment que c'est pas tant comme ça réellement. Il y a des exceptions, en fait. Mais dans la vie, il faut se battre, que ce soit dans le show business ou dans quoi que ce soit d'autre, il faut se battre pour être vu, pour être entendu. Oui, mais pour se battre, justement, c'est parce que tu as quelque chose à prouver. C'est là que je viens avec toi. Il faut se battre, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui est de couleur blanche, est-ce que cette personne-là doit se battre pour se faire voir? Parce que là, tu viens de dire, dans la vie, il faut se battre. Ça veut dire peut-être que toi, tu as déjà eu cette impression-là qu'il fallait que tu te battes pour aller plus loin. Mais c'est l'impression que j'ai maintenant, aujourd'hui, qu'il faut que je me batte encore. Ben, c'est ça. Alors, est-ce que peut-être que tu te poses pas la question, peut-être que c'est parce que je suis une femme de couleur qui veut évoluer, qui veut devenir une grande artiste. Est-ce que c'est peut-être pour ça que je dois constamment me battre pour arriver là où je veux être? Tu t'es jamais posé cette question-là? Parce que je suis noire? Oui, parce que tu es une femme de couleur. Non. Non. Wow. Je t'aurais dit oui, sincèrement, mais en réalité, non. OK.
Mais c'est bien, Mélanie. C'est bien pour vrai si toi, tu te sens que t'as jamais eu vraiment à te battre pour arriver à te battre dans le sens, t'as jamais eu vraiment à te prouver à côté d'une autre artiste qui est de couleur blanche. Non, pas ça. Non, mais moi je trouve ça bien. Il faut que je me batte pour défendre mes chansons. Oui, ça, mais comme ça, je pense que c'est toutes les artistes un peu qui sont comme ça. Ouais. Mais c'est bien que t'as pas vraiment vécu le racisme vraiment dans le monde québécois. Puis je pense que ça peut peut-être donner espoir à des artistes qui aimeraient évoluer puis prendre de... Tu vois, Dominique Fils-Aimé, tout le monde parle d'elle. Dominique Fils-Aimé? Oui. Puis elle était dans la voix? Oui. Oui. Mais tu vois, elle se démarque du lot, elle fait ses propres chansons. Définitivement. Ça sort de l'ordinaire. Mais dans la communauté noire, parce qu'elle est noire, ils vont savoir qui elle est. Mais est-ce qu'elle est autant populaire dans le milieu noir que dans le milieu blanc? Donc, dans le milieu québécois. J'ai l'impression que les Québécois la consomment plus, si je peux dire ça comme ça. Ouais, je comprends ce que tu dis. Mais c'est vrai, c'est une grande artiste qui se démarque beaucoup. Oui. Beaucoup. Puis elle a sa couleur à elle, vraiment. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres artistes aussi qui s'en viennent. Puis je sais que c'est une question de chance, beaucoup. Chance? Oui, c'est une question de chance. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes noirs qui sont très talentueux à Montréal, puis qui essaient de percer dans le milieu québécois, mais qui sont pas capables de percer parce qu'ils sont bloqués à quelque part. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup... Oui, c'est le talent, mais beaucoup la chance. Beaucoup. Si les gens dans le milieu t'aiment, t'apprécient, ils vont te faire passer. Mais à la base, si ce sont du monde qui... Oui, elle est bonne, mais je sais pas, je vois pas plus en elle. Ils vont pas te faire passer. Non, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que tu penses revenir dans le monde de la musique? Oui. Ouais. Oui, je fais affaire avec monsieur Michael Littracite comme producteur chez Moonsun Music. Et puis, il m'a demandé d'écrire maintenant parce que j'ai toujours été considérée comme une interprète. OK. Et puis là, je serais considérée comme un auteur-compositeur. Interprète. Il m'a demandé 30 chansons pour le printemps 2022. OK, donc l'année prochaine. Ouais. Donc là, j'en ai 10 de fait qu'il faut que j'envoie. Puis, c'est ça. Donc ça, c'est pour un autre album? Ouais. OK. Intéressant. Une voix comme toi, là, il ne faut pas la perdre. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Aurais-tu un ou des conseils à donner à une jeune femme noire qui aimerait se lancer dans la musique au Québec? La première chose, c'est d'être bien entourée, de se faire confiance pour faire confiance aux autres plus facilement, d'avoir un bon avocat. Ben, c'est important. C'est très important. Et puis, de développer son art le plus possible. D'écrire des chansons, si on est capable d'écrire des chansons, de le faire, travailler sa voix, essayer de comprendre son instrument. Et puis, d'essayer d'être le plus possible stable au niveau de ses émotions parce que être un artiste, c'est être un peu en avant-plan. Oui, définitivement. Même si, comme tu dis, on est tous égaux. Mais être un artiste, c'est une personnalité publique. Donc. Ben c'est d'essayer d'apprendre à se connaître le plus possible pour être capable de gérer les relations interpersonnelles avec les autres. C'est super important. Oui, définitivement. Très beau conseil. Puis je pense que ce conseil-là, c'est un peu pour tout le monde. C'est pas seulement pour les femmes noires, mais c'est un peu pour tous les artistes qui aimeraient se lancer dans le milieu de la musique au Québec. Alors, comment tu vois l'avenir? Ah, ben je le vois, un avenir. Je le vois beau, serein et avec amour. Avec amour. Ouais, mon oncle, il disait toujours ça, avec amour. Je dirais que j'ai un cancer. Tu savais ça? Tu savais? J'ai un cancer, puis on dirait que ça me permet d'apprécier un peu plus
le quotidien, quoique le quotidien reste routinier aussi, tu sais. Je travaille, boulot, dodo. Ça continue. Mais il faut célébrer la vie, je pense, du mieux qu'on peut. Puis, ben, c'est ça, j'aime mes proches, j'espère être aimée le plus possible. Puis, j'espère surtout revenir dans le monde de l'industrie parce que je pense que chanter, c'est toi. C'est ma vocation. C'est toi. C'est ce qui te représente. Ouais. Puis je pense que faire quelque chose qu'on aime, c'est l'idéal. Ouais, ça c'est vrai. C'est l'idéal. Se réveiller un matin en sachant qu'on va faire quelque chose qu'on aime, on est de bonne humeur, on veut y aller, on est prêt à foncer. Ouais. Alors qu'on fait une profession, quelque chose qu'on n'aime pas, on n'a pas envie d'aller travailler. Mais il faut survivre aussi. Tu vois, moi, là, je fais pas de spectacle ces temps-ci. Je fais pas de spectacle, mais j'ai trouvé un travail qui me permet de payer mon loyer. Définitivement. Mes comptes et tout ça. Et puis, je suis heureuse d'aller travailler. Pourquoi? Parce que j'aime les gens avec qui je travaille, qui m'entourent. Donc, étant agent de sécurité, là, présentement, je fais un travail qui me demande quand même assez de mon côté rationnel parce que c'est pas comme la chanson. Non, c'est ça. Mais c'est un travail qui est quand même gratifiant. Tu sais, quand je rentre chez moi, je suis heureuse. Et puis, je suis indépendante financièrement. Ça, c'est important. C'est très important. Très important. Puis, ça me permet aussi de pouvoir rentrer chez moi le soir, je fais mes vocalises ou j'enregistre mes chansons chez moi. Fait que je peux faire comme les deux en même temps. En même temps, oui. L'important, comme tu dis, c'est t'aimes l'entourage qui t'entoure dans ton travail actuellement, même si c'est pas ce que tu aurais peut-être voulu faire avant, mais au moins, ça t'aide à avancer. C'est ça. Ça paye tes factures. Puis tu es quand même contente d'être là où tu es. Donc moi, je trouve que c'est ça l'important, c'est de se réveiller le matin en sachant qu'on va aller faire quelque chose qu'on apprécie. Ouais. C'est très important parce que c'est pas bien mentalement, c'est toxique même d'être dans une place où on ne se sent pas bien, on se sent pas à sa place. La veille, tu penses, tu dis, oh mon Dieu, je vais aller travailler demain, j'ai pas envie. À la longue, ça devient très toxique. Donc, je pense que c'est très bien que tu es capable de dire, oui, ma vocation, c'est la musique, mais je suis agent de sécurité, puis je vais travailler, puis j'apprécie les gens avec qui je travaille, puis moi, j'aime ça. Définitivement, je trouve ça super bien. Alors, tu nous as annoncé que tu avais un cancer. C'est en quelle année que tu as été diagnostiquée de ton cancer? Je pense que c'est en 2017. Ah, c'est-tu ça? Je pense que c'est en 2016 ou 2017. J'ai pas la notion du temps. OK, Je m'excuse. c'est correct. Fait que c'est aux alentours, ça fait environ 4-5 ans. Ouais. OK. J'ai eu une chirurgie parce que c'est un cancer des ovaires. OK, c'est un cancer des ovaires que tu as. Ouais. OK. Puis on m'a tout retiré le système reproductif. Donc je peux pas avoir d'enfant. Ça, c'est le pire des sacrifices, je pense. Un deuil que tu as dû faire. Ben, je pense que je le fais même pas. Tu l'as pas encore fait, non, le deuil? Non. Tu vois, ma belle-sœur, elle vient d'avoir un enfant, puis ça me fait quelque chose de pas pouvoir en avoir, là. Donc, il y a ça. J'ai fait une chimiothérapie une première fois, puis j'étais en rémission. Le cancer est revenu une seconde fois. Donc, j'étais en rémission. Quelques années après? Ouais. OK. Puis là, le cancer est revenu encore. Fait que ça fait comme 3 fois. Une première fois, 3 fois. Ouais, c'est... Mais pour les enfants, tu n'as jamais pensé à l'adoption? Ben oui, mais c'est cher adopter, là. Oui, c'est vrai. Puis, ça coûte cher. Oui, ça coûte. Mais juste même avoir des enfants, ça coûte cher. Puis je te dirais que au Québec, ici, je sais pas si on doit payer. Mais pour adopter? Ouais. Oui. Il faut payer pour adopter. Payer pour adopter. Ben c'est ça. Moi, ça serait un projet de couple. Parce que financièrement, être seule puis adopter, je sais pas si j'aurais les reins assez solides pour le faire. Fait que ça serait un projet de couple. Puis encore là, est-ce que j'ai
la fibre maternelle? Est-ce que c'est parce que ma soeur a des enfants, mes 2 frères ont des enfants, mes amis ont des enfants que là, je devrais en avoir? Tu comprends-tu? Est-ce que c'est parce que tu es influencée parce que tu vois de l'extérieur? C'est ça que je me demande aussi. Oui, mais moi, je pense que, tu es une femme. Puis, je sais que c'est pas toutes les femmes qui veulent avoir des enfants. Il y en a beaucoup qui me disent « Moi, non, ça m'intéresse pas d'avoir des enfants. Oui, je suis capable d'aimer les enfants des autres, mais moi, avoir des enfants, c'est pas trop pour moi. » Mais toi, juste le fait... Ça devrait être pour toi ou... Non, je te parle en général pour les femmes, mais toi, peut-être le fait que tu te dis « Ouais, mais le fait de voir un membre de ma famille avoir un enfant, ça me fait quelque chose. » C'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu le désires. Parce que je pense que si tu le désirais pas, même voir les autres alentour de toi en avoir, ça t'aurait pas fait grand-chose. C'est comme, tant mieux, bravo, t'as un enfant, félicitations, mais toi, ça t'aurait pas affecté. Mais le fait que ça t'affecte, c'est peut-être parce que au fond de toi, tu le désires quelque part, au moins d'avoir un enfant. Mais c'est pas impossible d'avoir un enfant. Tu peux adopter, oui, c'est cher, oui. C'est un long processus. Ouais, mais... faudrait que je sois sur une liste d'attente comme maintenant. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais faire? Quoi? J'aimerais faire un album qui fonctionne, mais vraiment très, très, très bien pour éventuellement adopter un enfant. Oh, wow! Donc, profiter de cet argent-là pour pouvoir adopter. Oh, wow! Wow, ça. Wow! Comment tu as découvert que tu étais malade? Est-ce que tu avais des symptômes? J'avais une bosse qui poussait dans mon ventre, puis je pensais que j'étais enceinte. Tu le sentais, la bosse? Oui, mais la bosse, ça poussait comme un peu trop vite. Fait qu'à un moment donné, je suis allée à la salle de bain. Je suis sortie de la salle de bain puis j'étais plus capable de marcher. Oh, wow. Ça a duré même pas 1 minute, mais c'était assez pour me faire comprendre qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Fait que on est allé, ma mère et moi, à l'urgence. Puis là, une série de batteries de tests, échographie, on voyait... le seul résultat que j'avais eu, c'était que mon abdomen était très filandreux. C'était comme des fils, plein de fils d'araignée. Oh, wow! Fait que là, ils ont dit qu'ils allaient transférer mon dossier à une oncologue. Dans le département d'oncologie. Ouais, fait que là, c'est sûr que c'était comme... un cancer. Ouais. Oh, wow! Donc, c'était vraiment comme une boule que tu avais dans le ventre, puis tu sentais que ça grossissait. Quand ils l'ont sorti, c'était 14 diamètres de longueur. Ouais. Fait que c'était quand même assez... c'était comme, là. Mais c'était pas symétrique, là. À un moment donné, j'ai fait comme, non, ça se peut pas, là. Ça l'a déformé un peu ton ventre. OK. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense que plusieurs femmes pourraient peut-être prendre en considération parce que t'es pas la seule qui est atteinte de cancer des ovaires. Puis ça, c'est un des symptômes que si vous voyez que vous avez votre ventre qui grossit puis que vous comprenez pas trop la forme de votre ventre, parce que ça déforme le ventre, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait aller se faire consulter, définitivement. Comment tu vis avec cette réalité-là? Quand même assez bien. Parce que je suis pas à l'article de la mort. OK. Dans le sens où j'ai vu mon père se battre pendant 8 ans de temps contre un cancer carcinoïde, un truc comme ça. Puis à chaque fois qu'il rentrait à l'hôpital, il restait 3 semaines, puis on savait pas s'il allait en sortir. Tu comprends? Fait que comparé à mon père, je suis quand même capable de bien fonctionner, je travaille, j'ai pas de douleur. OK. Mais qu'est-ce qui m'énerve? C'est les piqûres. Je suis tannée de me faire piquer. Je suis tannée. Tu te fais piquer sur une base régulière? Bien, à chaque semaine, le jeudi, moi j'ai de la chimiothérapie 3 vendredis consécutifs. Okay. Après ça, j'ai une pause. Okay. Mais la veille de ma chimiothérapie, il faut que j'aille me faire piquer. Là, on m'a installé un porte-à-4. Un porte-à-4, c'est parce qu'on n'est plus capable de trouver mes veines. Fait qu'ils m'ont installé ça ici, puis ils piquent dans le porte-à-4 pour faire passer la chimiothérapie. Donc... ça te rend... T'es épuisée, dans le fond, de toujours te faire piquer. Je suis tannée, là. Ça fait comme la 3e chimiothérapie que j'ai. Je trouve ça long. Ouais, je comprends. Je comprends, définitivement. C'est long.
Mais je te souhaite beaucoup de courage. Tu as l'air d'être une femme très forte. Je pense que je retiens ça de ma famille, de mon père, de ma mère. Ouais. Continue comme ça. Puis tu vas vaincre le combat. Je serai certaine. OK. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté comme leçon de vie? De prendre la vie un jour à la fois. D'être... C'est quoi le terme quand tu veux remercier? D'être reconnaissante. Ouais. De ce que j'ai. Faut faire confiance à son instinct de survie aussi. Ah, wow. C'est une maladie qui est potentiellement mortelle. Et puis, il faut survivre à chaque jour. À chaque jour, on dépend des médecins, on dépend des diagnostics, des résultats, des tests sanguins. Puis, c'est ça, il faut aussi s'abandonner à la médecine. T'as pas le choix. Parce que ta vie est entre leurs mains. Ouais. Yes, kon sa li deja, Smiley Works Azobling, Télé Radical, et la miye, et la plus grand plaisir. Ma pe vite à l'abonner, kon sa li deja. Ou Azobling ba en jouet, Radical tout le temps. Alors, vous êtes de retour à l'émission Tabou sur la chaîne Télé Radical. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, on a la belle Mélanie Renaud avec nous, une artiste très connue dans le milieu québécois. Alors, on lui a posé toutes sortes de questions et elle a été très généreuse avec nous de partager sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Alors, on va en apprendre encore un peu plus sur elle. Ça va bien encore jusqu'à présent? Bien, OK. oui. Alors, à quel âge tu as été adoptée? À 8 mois. À 8 mois. Oui, j'ai été adoptée avec ma sœur, mais on n'est pas sœur de sang. OK. Elle avait 1 an et demi. Et puis, c'est ça, on est arrivé au Québec dans une famille où mes parents adoptifs avaient déjà 2 fils à eux. OK. Et puis, on a grandi avec eux. OK. Donc, tes parents ont été en Haïti? Ils ont déjà été en Haïti, mais ils ne sont pas venus nous chercher en Haïti. OK. On est arrivé au Québec. Ah, OK, parfait. Puis c'est à partir de là qu'ils vous ont adopté au Québec. Ah, OK. Donc, c'est pas eux qui ont fait le processus à aller en Haïti pour venir vous chercher? Non, parce que ma mère adoptive, elle a 2 sœurs religieuses qui travaillaient en mission en Haïti. En Haïti, OK. C'est par leur intermédiaire qu'ils ont fait le processus. OK, je comprends. C'est vrai, il y en a beaucoup en Haïti de sœurs, là. OK, très intéressant. Alors, comment ça s'est passé ton enfance en étant une jeune fille noire qui grandit avec des parents blancs? Ça a été une belle enfance. On a été aimés, ma soeur et moi, on a été aimés, entourés. On avait des amis, on réussissait à l'école. Et puis, il y a, par exemple, une fois où est-ce que ma mère m'a dit que ma couleur de peau m'avait affectée dans le sens où il y avait un élève qui m'avait fait un commentaire genre... un commentaire raciste? Ouais, un commentaire raciste. Et puis, j'étais arrivée à la maison puis j'avais dit à ma mère « Pourquoi je suis noire? » Puis j'avais pris ma peau comme ça. Puis je m'en souviens pas du tout, mais c'est ma mère adoptive qui me rappelle ce souvenir-là.
OK. Parce que tu as grandi dans un milieu aussi blanc? Ouais. OK. T'étais pas vraiment dans la ville? Mais j'étais à Montréal. T'étais à Montréal, OK. J'étais à Montréal, mais à cette époque-là, à l'école, il y avait beaucoup plus de Québécois blancs. Oui. Mais quand je suis arrivée au secondaire, par exemple, là c'était comme une révélation pour moi, là, des gens de ma couleur, là, puis là, je voulais manger de la bouffe haïtienne, je voulais parler créole, Je voulais tout découvrir. Je voulais tout. Parce que tu as fait ton secondaire à Montréal aussi. Mais j'ai fait secondaire 1. À Montréal. Mais j'étais... C'est comme si mon esprit s'était ouvert à la culture, tu sais. Parce que là, tu as vu d'autres personnes comme toi, Oui. tu voulais en apprendre davantage, puis tu sais que tu viens de quelque part aussi que tu connais pas tant. C'est ça. Mais j'ai juste fait secondaire 1 à Georges Vanier. Ah, une ancienne élève de Georges Vanier. Ouais. OK. Puis après ça, je suis allée sur la rive sud. Fait que là, ma soeur et moi, on était encore en minorité. Mais oui. Donc, Puis là, c'est maintenant qu'on commence à avoir beaucoup d'immigrants. Dans la rive sud, dans la rive nord, un peu. Les immigrants s'éparpillent un peu. Mais dans le temps, il n'y en avait pas tant vraiment d'immigrants. Donc, tu as fait le reste de ton secondaire dans une école secondaire plus blanche. c'est ça. Comment tu as trouvé cette expérience-là? Mais je sais pas si je vois ma couleur. Parce que j'ai été adoptée. Mais c'est ça. Je pense que le fait que tu as grandi dans un milieu québécois typique, t'as l'impression que toi, t'es comme eux. Tu vois pas une différence. Mais quand les gens de l'extérieur te regardent, eux, ils voient la différence. OK. C'est ça. Mais ça, c'est fort probable, vraiment, que tu vois pas tant ta couleur, mais peut-être que eux, les gens, ils te font ressentir ta couleur. On s'entend, au secondaire, les ados sont pas tout le temps gentils, surtout quand t'es différente. Donc, est-ce que t'as vécu des moments? Non, pas vraiment, parce que j'étais une leader. Ah ouais? Ouais, mais une mauvaise leader. OK. Dans le mauvais sens? Dans le mauvais sens du terme, parce que j'étais avec ma soeur, fait que j'avais l'impression d'être plus forte à deux, tu sais. Puis j'avais un genre de pouvoir d'attraction. Je faisais ma toffe. Et pourtant, fait que j'ai comme attiré des amies filles autour de moi qui aujourd'hui on se parle encore. Mais on dirait que c'était naturel pour moi de créer une clique, genre. Mais en faisant ta toffe, justement, c'est pas un système de défense, justement? Oui, exactement. Ben oui, parce que quand je me suis retrouvée seule, parce que j'avais fait suer beaucoup de monde, quand je me suis retrouvée seule, j'ai vu à quel point je pouvais être faible. Tu comprends? Ah, wow, ouais. Mais quand même, tu as vécu une expérience en général assez bien. Ouais. OK. Est-ce que tu as déjà essayé de retrouver ta famille en Haïti? Ben, je les ai rencontrés. Ah oui? Quand on était jeunes, on s'écrivait par l'intermédiaire de mes tantes. J'ai 2 petits frères, une grande sœur, puis une autre grande demi-sœur. Qui sont en Haïti? Oui, qui sont en Haïti. En 2005 ou 2006, je suis allée en Haïti les rencontrer. Et puis, la première fois là, que je les ai vus, là, on était comme un mur de béton. Parce que vous étiez figés? Non, la force d'un mur de béton, comme on se promenait dans Haïti ensemble, là, et puis il n'y avait rien qui pouvait... On était comme impénétrables, tu comprends? Oui, je comprends dans ce sens-là. C'est le sang, c'est le lien oui, du sang. exactement. Ah, wow, c'est fort. C'est plus fort que tout, dans le fond. Mais attends, après 1 heure, c'était comme des inconnus. Parce qu'on me demandait si on pouvait revenir au Canada avec moi. Puis j'étais comme, mais je peux pas. Ah, wow. Ça, c'est tes frères? Ta famille qui t'a demandé s'ils pouvaient revenir avec toi? Ouais. Oh, wow. Ouais, ben un des frères. Pas ma soeur ni mon petit frère. C'est celui dans le milieu. Ah, vous êtes plusieurs? Ben, j'ai deux petits frères. J'ai une grande sœur puis une grande demi-sœur. Vous êtes plusieurs. Ouais. Est-ce que tu as encore contact avec eux aujourd'hui? Non, mais je sais qu'un jour, je vais reprendre contact avec eux parce que ça fait partie de moi. C'est ton identité, dans le fond. Donc, tu as déjà été en Haïti? Une fois. Une fois. Tu as passé beaucoup de temps en Haïti? Ou... Non, 1 semaine. Je vivais avec ma tante religieuse qui était là-bas. OK. Dans un couvent. Et puis, c'est ça. Tu avais été en Haïti dans l'intention de voir ta famille ou c'était pour des projets? Non. Dans l'intention de voir ma famille. Ah, c'est très bien. C'est vraiment bien. Est-ce que tu connais ta maman?
Ben, mes parents sont décédés. Puis on m'a comme conté 2 histoires. Tu connais pas, tu sais pas c'est quoi la bonne? Je préfère ne rien dire parce que tu sais pas c'est quoi. Ouais. Puis je vais les rencontrer dans l'autre monde. Dans l'autre monde, exactement, quand tu vas transitionner. Parfait. Est-ce que tu parles créole? Non. Non? Tu connais pas 2-3 mots en créole? Mais écoute, j'ai toujours été gênée de parler en créole parce que, premièrement, je connais pas assez la langue. Puis deuxièmement, je trouve que j'ai l'accent québécois tellement que ça fait pas honneur au créole en tant que tel. Ouais, quand tu essaies, est-ce que tu as déjà essayé? Oui, j'ai déjà essayé. Fait que tu trouves que ça sonne trop, c'est vraiment affreux. C'est pas bon. Dans le fond, c'est comme une vraie Québécoise qui essaie de parler. Mais tu sais qu'il y a des Québécoises, là, de couleur blanche, des Québécoises de souche typique, qui parlent créole aussi bien que moi ou une autre personne qui a l'habitude de parler créole. Je sais. C'est fou, là. Puis je suis sûre que après, je pourrais nommer des noms des personnes que je connais qui le font, là, mais je vais pas qui parlent créole aussi bien que moi. Mais dans cette vidéo-là, ils vont se reconnaître. Je te dis, des fois, si tu les écoutes parler au téléphone, tu vas penser que c'est des Noirs. OK. Tu vas penser que c'est des Haïtiennes qui parlent ou des Haïtiens qui parlent créole. Vraiment, là. Donc, la langue, je pense que c'est une langue qui est facile à apprendre. Elle n'est pas difficile. Si tu t'entoures vraiment des gens, des Haïtiens, je pense que tu prends l'habitude, tu enregistres dans ta mémoire les mots, puis après ça, tu te pratiques, puis ça devient naturel, vraiment fluide. Peut-être que tu n'as jamais eu l'audace vraiment de vraiment aller à fond dans l'apprentissage de la langue créole. Peut-être, ouais. Ouais. Parce que je suis sûre que si tu avais vraiment pris ton temps puis ton énergie pour vraiment apprendre le créole, tu l'aurais appris. Mais à un moment donné, j'avais une amie qui s'appelait Patricia au secondaire 1 parce que c'est vraiment au secondaire 1 que j'ai voulu apprendre. Mais je sais pas si on peut apprendre ça en 1 an. Le créole? Ouais. Sincèrement, moi, d'après moi, je pense que tu peux apprendre le créole en 1 an. Peut-être que tu vas pas le maîtriser comme une personne typique qui parle créole, mais je suis sûre que oui, tu peux apprendre le créole en 1 an parce que le créole, tu as le dérivé du français, latin. Donc, c'est une langue que même les gens qui connaissent absolument rien du créole, ils vont comprendre un peu 2-3 mots dans ce que tu dis. C'est sûr qu'il ne faut pas que la personne parle trop vite, mais si la personne prend son temps pour parler, un Québécois qui n'a aucune idée de c'est quoi le créole, il va entendre un Haïtien parler puis il va dire « Ah, j'ai compris peut-être 2 mots dans ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup de mots en français et en créole. Beaucoup, beaucoup. » D'où vient peut-être le fait que c'est facile d'apprendre le créole. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour quelqu'un qui ne parle pas français en général, mais pour quelqu'un qui a l'habitude de parler français puis qui entend quelqu'un parler créole, pour lui, ça va être plus facile d'apprendre le créole que quelqu'un qui parle anglais puis qui apprend le créole, tu comprends? Ouais. Donc, mais c'est vraiment une très belle langue que j'encourage les jeunes qui ont des enfants à apprendre leurs enfants à parler en créole. Moi, je trouve ça tellement important, là. Donc, est-ce que tu as déjà mangé de la nourriture haïtienne? Oui, puis c'est très bon. Ouais, j'ai mangé du griot, j'ai mangé des bananes plantains, j'ai mangé du calalou, que j'adore. T'aimes ça le calalou? Non, j'aime ça. Oh, wow! Lambi. Mais lambi, ça fait longtemps, par exemple, j'en ai pas mangé. C'est très bon, le lambi. Vraiment. Sauce poire, riz blanc. OK, mais t'en as quand même mangé. Beaucoup, là, des mets haïtiens. C'est pas trop connu pour toi, là. Non, mais c'est vraiment bon. Sauf que je suis pas capable de cuisiner. Non. Mais la nourriture haïtienne, c'est tellement long à cuisiner aussi, là. Ça peut te prendre une moitié d'une journée pour faire. Puis je pense pas que je pourrais te donner le goût typique d'un mets haïtien. Je suis sûre que ça coûterait autre chose. Mais non, ben non, si tu fais avec les bonnes épices qu'on te donne et puis toutes tout ce qui vient avec, je suis sûre et certaine que ça va goûter vraiment un mets typique haïtien. Ah ouais? Ben oui, si tu suis vraiment. Mais faut dire aussi que, tu sais, les Haïtiens, quand ils font à manger, ils vont pas forcément respecter les proportions et tout, mais si on utilise les mêmes épices, les mêmes ingrédients, c'est censé avoir le même goût. Vraiment. Puis écoute, on a Messidier qui est présent dans le plateau, qui sait très bien faire à manger.
qui fait des très bons plats haïtiens. Donc, si tu veux, lui, il pourrait t'apprendre, il pourrait te donner des... Avec la chaîne YouTube? Ben oui, des petits cues. Si tu aimerais ça, là, tu pourrais être son invité pour une prochaine émission. Okay. Puis aussi, si tu veux en prendre en dehors de l'émission aussi, il serait ouvert à t'accompagner là-dedans. Je suis sûre et certain. Parce que tu veux en apprendre davantage, non? Ouais. Des origines? Je le sens que tu veux en apprendre davantage. Alors, on t'a réservé une surprise. Ah ouais? Oui, on t'a réservé une très belle surprise. Je ne savais pas que tu avais mangé autant de mets haïtiens, ce qui est très bien. Mais Sidi, justement, il t'a préparé un bon plat. Oui, vraiment. Il t'a préparé un bon plat typique haïtien du riz collé. OK. Du riz collé. Ça, c'est un plat que tous les Haïtiens, en fait, connaissent. C'est très bon. Tu vas en goûter. Je suis sûre que tu vas donner ton feedback. Tu vas dire c'est vraiment bon. Accompagné d'un macaroni, une salade. Donc, tu vas goûter ça, puis tu vas me dire comment tu trouves ça. OK. OK, donc le plat va venir. Mais c'est dit, ça s'en vient dans 2 minutes. OK, parfait. Oui, on prépare notre petite table pour manger. C'est vraiment bon. Très bon. Donc, tu disais que tu aimais ça, le calalou? Ouais. Ah, wow. Qui t'avait cuisiné ça? J'ai eu un copain, à un moment donné, sa mère haïtienne, elle faisait vraiment de la bonne bouffe. Puis c'est là que tu as goûté le calalou. Ouais. Sinon, c'est où que tu as l'habitude de goûter ces plats-là? Il y a un restaurant sur Ontario. OK, donc tu vas dans les restaurants pour les acheter. Restaurants plus. OK. Est-ce que tu en as un en particulier que tu aimes? Écoute, quand je vais chez Clermat, qui est une coiffeuse. Une coiffeuse. J'arrête, je sais pas c'est quoi le nom du restaurant, mais c'est sur Saint-Michel, c'est tout près de où est-ce qu'elle habite. Je prends riz collé avec soit griot ou poulet, puis la dame nous prépare un plat, puis j'amène ça chez Clermat. Ça sent bon. Oui, c'est bon. Oui, vraiment, vraiment. On a des bons plats chez nous, vraiment, là, des bons plats. Puis même les Québécois, des fois, ils vont dans les restaurants haïtiens pendant l'heure du dîner, ils vont acheter ça, puis ça, comme c'est tellement bon, votre nourriture, là. C'est vrai, on a vraiment des bons plats avec le cola champagne, cola couronne. Est-ce que tu connais ça? Oui, c'est orange. Oui. C'est super bon, vraiment. C'est sucré, oui, mais très bon, vraiment. Puis les Québécois capotent sur ça, là, vraiment. Donc, on va attendre notre plat. J'ai hâte de goûter ça. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Bienvenue. Merci. Bon, alors, aujourd'hui, à l'émission Tabou, c'est spécial, c'est Mélanie. Nous allons manger riz collé, griot, salade macaroni. Donc, c'est pas du poulet, c'est du griot. Aujourd'hui, c'est du griot. Ce sont des belles assiettes qui s'en viennent. Oh wow, une belle salade. J'ai envie ça. Les gens puissent voir la préparation. Très bien fait, Peter. Très bien fait. Bon, on va continuer entre-temps. Il est parti la tâche, on va continuer. Donc, en étant toi-même une grande artiste, connais-tu des artistes dans la communauté noire ou bien dans la communauté haïtienne? Pas assez. Non, mais Lynn Michel. Ah oui, qui est une très grande artiste haïtienne. J'ai commencé à découvrir grâce à ton père. Oh, wow. Grâce à ton père, j'ai commencé à la découvrir. Mais sinon, non, j'en connais pas assez. Donc, c'est mon père qui t'a initié à Emeline Michel. Ah, très bien. Mais écoute, on va t'initier aussi à d'autres artistes haïtiens que je pense que tu vas apprécier. En étant une grande artiste, tu devrais... Moi, oh, wow. Merci Dieu. Merci. C'est ça que je disais. En étant une artiste, je pense que tu devrais en apprendre davantage sur les artistes haïtiens. Tu vas entendre d'autres couleurs, d'autres aspects dans la musique que peut-être que tu ne connaissais pas, que tu vas découvrir, puis peut-être même intégrer dans ta musique. Ça pourrait te donner des idées. Donc je trouve que c'est bien si... T'as un artiste préféré? Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai vraiment plusieurs. Dans la communauté haïtienne, je pourrais te dire l'artiste que j'aime beaucoup, c'est Routchel. Routchel, c'est sa voix, son thème de voix. Elle est une artiste, je te la faire découvrir, ok? C'est une artiste qui est, bon, oui, elle
fait beaucoup de buzz sur Internet par des histoires, mais en tant qu'artiste, elle est complète. Elle a une voix extraordinaire. Dans la communauté haïtienne, c'est beaucoup plus les groupes que les artistes solos, je pourrais te dire. Moi, dans les groupes, un de mes groupes préférés, c'est Classe, que je peux te faire découvrir également. Écoute, on dirait que je vais t'initier dans la musique haïtienne, là. Ouais, vraiment, parce que mon père est musicien, comme tu le sais. Puis, oui, il est chanteur, et puis Peterson aussi est un chanteur. OK. Attends perdu. Attends. Donc, dans ma famille, il y a beaucoup d'artistes. Donc, moi, j'ai grandi dans le milieu de la musique, vraiment. Donc, c'est quelque chose que je connais vraiment. C'est dans mes gènes. Donc, je pourrais t'initier. Alors, ouais, avant de vous quitter, puisque c'est la nourriture haïtienne, c'est la bouffe créole, j'aimerais entendre Mélanie dire un mot créole avant qu'elle parle. Ça, on va me dire. Oh, mais tu l'as dit. Ah, t'as eu. Tu l'as dit. Bon appétit, mesdames. Merci beaucoup. Merci Bienvenue. Merci d'avoir fait un passage à mon émission. Oui, exactement. Alors, pas oublier de suivre Faire manger avec Merci Dieu. Faire manger avec Merci Dieu. Merci. Yes. Alors, avant qu'on termine vraiment là, aurais-tu un conseil à donner à une personne ou à quelqu'un que tu désirais, au grand public qui nous écoute, un conseil que tu aimerais donner en général? Soyez vous-même, restez authentique et apprenez à vous aimer pour aimer les autres. Très beau conseil, très beau conseil. Quand on s'aime soi-même, on a plus de facilité à aimer les autres qui nous entourent, définitivement. Donc, est-ce qu'il y aurait une plateforme sur laquelle on pourrait te rejoindre si quelqu'un désirait te contacter? Ben, ça va être par ton intermédiaire. J'ai par pas de le problème. Tabou Talk Show. Parce que la page Facebook, pour l'instant, elle n'est pas active. Ok, parfait. Mais prochainement, ça va être actif. Ouais. Donc, si quelqu'un désire rejoindre Mélanie Renaud, soit pour une entrevue ou soit pour un contact d'affaires, alors vous pouvez passer par moi-même. Mon adresse courriel sera indiquée en bas de l'émission. Donc, je ferai le message à Mélanie sans problème. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à toi, Mélanie. Merci énormément. Pour le reste, je suis choyée de t'avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé où était Mélanie, où elle est passée. On n'entend plus parler d'elle, mais alors elle est là, elle est encore là. Elle est toujours là avec des projets à venir. Donc, on espère te revoir dans le milieu musical. Parce que tu as une belle voix, puis tu peux pas te permettre de laisser cette voix-là gaspiller. Définitivement. Tu as une très belle voix, puis je suis sûre que tu vas aller très loin. Ah, vous êtes trop gentils. Et pour finir, on a une dernière surprise pour toi. Malheureusement, cette personne ne pouvait pas être présente, mais elle a fait une vidéo pour toi où elle interprète ta musique Je m'en veux. Tu peux l'écouter. Tu viens me chercher. Pourquoi c'est encore moi que tu viens déchirer? Pourquoi je veux que tu rentres, je veux que tu sortes? Pourquoi c'est plus fort que moi? Chaque fois je t'ouvre la porte. Pourquoi près de toi je vois plus clair? Pourquoi je te donne le droit de me virer à l'envers? Pourquoi je te dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'haïs? Pourquoi je sais pas dire non quand tu demandes pardon? Je m'en veux de ne pas t'en vouloir. Je m'en veux de m'abandonner, de faire semblant de te croire. Je m'en veux d'avoir besoin d'être aimé. Je m'en veux peut-être qu'au fond je t'en veux un peu. Pourquoi tu reviens me chercher? Pourquoi c'est toujours toi que je peux pas oublier? Pourquoi je vais encore avoir pitié? T'ouvrir mon âme, t'ouvrir mon lit, me laisser faire, te réchauffer. Pourquoi je te dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'aime?
tu demandes pardon. Je m'en veux de pas t'en vouloir. Je m'en veux de m'abandonner, de faire semblant de te croire. Je m'en veux d'avoir besoin d'être aimé. Je m'en veux, peut-être qu'au fond, je t'en veux un peu. Pourquoi tu viens me chercher? Pourquoi c'est encore toi? Pourquoi je dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'haïs? Pourquoi je dis pas dire non quand tu me demandes pardon? Je m'en veux de pas t'en vouloir. Je m'en veux de m'abandonner, de faire semblant de croire. Je m'en veux d'avoir besoin d'être aimé. Je m'en veux, peut-être qu'au fond, je t'en veux un peu. Alors, c'est Joran lundi qui a fait cette interprétation-là pour toi. Non, je te dis, là, elle est extraordinaire. Elle est vraiment bonne. Vraiment. Ouais. Je pense que Mélanie, elle t'a aimé, Joran, vraiment, là. Elle est en émotion en ce moment, je le vois, là. Ouais, hein, c'était beau. Ouais. Vraiment. Je te dis, cette musique-là, elle est vraiment populaire. Vraiment populaire. Moi, je suis capable de cette musique-là. Je la redonne toujours, tout le temps. Il y a une émotion dans cette musique-là, là, vraiment. C'est toi qui l'as écrite? Non. Non, c'est pas toi qui l'as écrite? Roger Tabra avec la pointe, Claude Pinot. Ah, wow. En tout cas, tu as fait un bon travail sur cette musique-là, définitivement. Est-ce que tu serais prête à nous chanter un petit couplet d'une musique? D'une musique, de cette musique-là? Non, non, si tu veux. Ou sinon une autre musique. Je m'en veux de ne pas t'en vouloir. Je m'en veux de m'abandonner, de faire semblant de croire. Je m'en veux d'avoir besoin d'être aimé. Je m'en veux, peut-être qu'au fond, je t'en veux un peu. Wow! La bouche pleine, mais c'est tellement bon. C'était bon, mais c'était aussi bon comme tu chantais. Vraiment, là. Oh, ça, c'est ma musique. En tout cas, Mélanie, merci encore. Ça fait plaisir. Puis écoute, je m'engage à t'initier dans la culture haïtienne. D'accord. Ok? Oui, parfait. Alors, merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. Merci d'être là à chaque semaine dans l'émission Tabou. Restez branchés parce qu'il y a encore beaucoup de choses à venir. Et merci à Messidic pour la bonne nourriture. Merci. Et Cliff, qu'est-ce qu'on ferait sans notre directeur technique Cliff? Bravo Cliff, merci beaucoup pour ton bon travail parce que si vous nous entendez aussi bien comme ça, c'est grâce à lui. Alors merci à tout le monde, merci à toute l'équipe de Télé Radical. Continuez à nous partager, continuez à nous suivre car c'est grâce à vous qu'on va pouvoir avancer et aller plus loin. Merci. Chercher. Pourquoi c'est encore moi que tu viens déchirer? Pourquoi je veux que tu rentres, je veux que tu sortes? Pourquoi c'est plus fort que moi? Chaque fois je t'ouvre la porte. Pourquoi près de toi je vois plus clair?
je te donne le droit de me virer à l'envers. Pourquoi je te dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'haïs? Pourquoi je sais pas dire non quand tu demandes pardon? Je m'en veux de ne pas t'en vouloir. Je m'en veux de m'abandonner, de faire semblant de te croire. Je m'en veux d'avoir besoin d'être aimé. Je m'en veux peut-être qu'au fond je t'en veux un peu. Pourquoi tu reviens me chercher? Pourquoi c'est toujours toi que je peux pas oublier? Pourquoi je vais encore avoir pitié? T'ouvrir mon âme, t'ouvrir mon lit, me laisser faire, te réchauffer. Pourquoi je te dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'haïs? Pourquoi je sais pas dire non quand tu demandes pardon? Je m'en veux de ne pas t'en vouloir. Je m'en veux de m'abandonner, de faire semblant de te croire. Je m'en veux d'avoir besoin d'être aimé. Je m'en veux peut-être qu'au fond je t'en veux un peu. Pourquoi tu viens me chercher? Pourquoi c'est encore toi? Pourquoi je dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'haïs? Pourquoi je t'ai pas dire non quand tu me demandes pardon? Je m'en veux de ne pas t'en vouloir. Je m'en veux de m'abandonner, de faire semblant de croire. Je m'en veux d'avoir besoin d'être aimé. Je m'en veux peut-être qu'au fond je t'en veux un peu. Salut, bienvenue au studio Télé Radical. Ici Sheila Hamid, animatrice de l'émission Tabou.